Et bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Nom d'un pipeline. Je suis Julien Donjou, votre hôte favori pour parler de CI/CD et je suis aujourd'hui avec Thomas. Salut Thomas. Salut Julien. Alors Thomas, je vais comme d'habitude, je vais commencer par, te demander de te présenter pour, ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais, très bien. Alors du coup, je m'appelle Thomas, enchanté. Je travaille à Doctolib depuis presque 8 ans maintenant. Et j'ai fait pas mal de postes à Doctolib. J'ai commencé, en tant que chef de projet technique, autour des déploiements des hôpitaux, au tout début, là où on devait lancer, le la PHP notamment, un des plus grands groupements hospitaliers, européen. Et puis petit à petit, j'ai évolué un peu plus vers la technique encore. J'ai fait un bout de QA pendant quelques mois, mais à l'époque, c'était peut-être pas encore ça la QA à Doctolib, donc j'ai j'ai arrêté la QA à Doctolib et on m'a proposé de passer développeur à l'époque, de rejoindre carrément l'équipe technique. Donc j'ai rejoint l'équipe technique, je suis resté software engineer quelques années et puis après je me suis intéressé à l'infrastructure et je suis passé SRI un peu plus et finalement pour arriver, il y a 2 ans maintenant, product manager à Doctolib, toujours sur les sujets techniques, cette fois-ci plus sur, les sujets, d'automatisation, donc plus CI, un petit peu CD, mais c'est pas encore vraiment mon scope, donc c'est plutôt, sujet CI, automatisation et légèrement de développeur expérience aussi. Donc OK, voilà. du coup, ça fait un bail que tu es chez Doctolib. Donc je disais tout à l'heure, tu fais un peu partie des murs, hein, finalement. Tu es là depuis très longtemps. Tu as vu un peu tout évoluer et Ouais, ouais, donc tu es passé par QA, ensuite tu t'es retrouvé un peu à faire du CI maintenant. Donc tu as fait un ouais. peu tout. Tu as un background technique à la base, en fait? Parce que tu parlais de chef de projet au début, mais Ouais, j'ai un petit background technique, j'ai fait, une école en 3 ans, avec un cursus, plutôt technique, en découvrant, PHP et cetera, les fondamentaux, du web, et puis en fait, très vite, je me suis dirigé plutôt en fait en agence et plutôt sur du fonctionnel au final, où j'ai découvert vraiment le milieu de l'entreprise comme ça, on va dire. Et puis j'ai fait une petite césure à un moment, et puis en revenant en France, en fait, j'ai retrouvé Doctolib, et puis j'ai retrouvé du coup ce poste de chef de projet, mais du coup allié avec cette fois-ci mon curriculum technique, on va dire, avec mes études, et du coup, chef de projet technique à Doctolib, quoi. OK, trop bien. Bon alors, faut qu'on parle de Doctolib parce que du coup, c'est ta plus grosse expérience, je pense? Parce que tu es pas si vieux que Ouais, ça et ça fait 8 ans que tu y es, donc clairement, si mes maths sont bonnes, c'est quand même un gros sujet chez toi, tu connais bien. Tu es là depuis ouais. longtemps, tu as vu un peu tout passer, donc je me dis tu dois connaître un peu tout l'historique. Donc déjà qu'on se mette un peu dans le bain, et dans le contexte, Doctolib, c'est combien de développeurs aujourd'hui? Tu combien dans Ouais. l'équipe technique? À qui on a affaire un peu? Ouais, à Doctolib aujourd'hui, on est à peu près, si je prends développeur, vraiment software engineer, enfin individual contributor, on doit être aux alentours de 400, je pense, de nos jours. OK. J'ai pas les chiffres exacts et très précis, mais on doit être, ouais, aux alentours de 400. Et quand je suis rentré C'est à Doctolib, donc organisé comment du coup, les 400? Je me dis que tu pas 400 devs dans une seule team, c'est quoi? C'est fonctionnel, c'est non, par techno, tu quoi un peu, alors c'est par feature team, ouais, on a des domaines, on est organisé en domaines et chaque domaine a plusieurs feature teams. Et chaque feature team est en général composé, un schéma assez classique, hein, un product manager, un engineering manager et avec ce binôme des individual contributors. Voilà, 4-5 en général par équipe. Certaines équipes en ont plus, d'autres un peu moins, mais ça varie aussi en fonction du besoin de l'équipe, enfin du scope. Et puis en termes de technologie, initialement Doctolib, ça reste quand même un énorme monolith Rails. Alors, depuis quelques années maintenant, on introduit de plus en plus de technologies, hein. Donc initialement, effectivement, c'était du Ruby on Rails et une stack front avec du React. Aujourd'hui, on a, du Java notamment, on fait un peu de Rust aussi, on a de plus en plus de techno, voilà, qui rentrent dans OK, ouais, notre code base. mais ça peut être dans n'importe quelle feature team, il y a pas de vraiment de feature il y a pas de techno Non, associée, pas de ça va vachement être en fonction du scope, fonctionnel de l'équipe que, au final, la techno, va être, pas imposée mais sélectionnée, quoi. OK, et quand tu disais, ouais, justement, comme ça fait 8 ans que tu y es, et je me dis quand tu es arrivé, il y avait pas 400 développeurs, c'était probablement beaucoup moins au tout début? Ouais, au tout début, ouais, quand je suis arrivé, l'équipe technique, on devait être une vingtaine, je pense. Et encore, moi, j'étais entre 2 eaux parce que j'étais chef de projet technique, donc je naviguais dans l'équipe technique, mais je n'en faisais pas vraiment partie.
Puis il y avait, à l'époque, une équipe patient, une équipe docteur, et puis, une équipe, dans laquelle j'étais le plus proche, c'était, l'équipe interfaçage qui gérait justement, tous les connecteurs entre, les groupements hospitaliers, les progiciels médicaux et Doctolib, à l'époque, quoi. Voilà. Ouais, donc tu vu ça passer de 20 à 400, petit à petit. Tu parlais de département QA au début, du coup, je suis un peu curieux, ça consistait en quoi ce département? C'était quoi le est-ce que c'était un prémisse du pré-CI? Il y avait déjà des trucs? Ça existe toujours aujourd'hui cette partie QA? Alors le sujet de la QA est un gros sujet quand même à Doctolib, dans le sens où, initialement, plutôt au début de mon expérience à Doctolib, la QA, n'existait pas trop en tant que team à part entière. La QA la qualité, on va dire, a vachement été mise sur les épaules des développeurs et des product managers pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on a beaucoup cette fibre-là, de moins en moins, je reviendrai dessus, mais voilà, à l'époque, voilà, depuis le début, on écrit des tests, enfin tous les développeurs écrivent des tests, que ce soit des tests unitaires, des tests, end-to-end, et le product manager fait aussi sa recette, sur des environnements particuliers. On pourra en parler peut-être un peu plus, mais voilà, en termes de QA, ça a surtout reposé sur les équipes sans avoir un profil QA à part entière. Et aujourd'hui, on voit, au sein de Doctolib, de plus en plus de profils QA arriver, au sein des équipes en fonction des besoins. Je pense que c'est hyper positif d'avoir, ce regard aussi externe, en tant que QA, pour justement améliorer la qualité et viser pour l'excellence à chaque fois pour nos utilisateurs, donc ça va dans le bon sens. OK, ouais, ça continue en fait, c'est pas un truc qui a vraiment disparu finalement avec, des quand tu développeurs font des tests et finalement c'est pas c'est complémentaire, quoi. Ouais, exactement, en fait, à l'époque, il y avait c'était uniquement product manager et software engineer. De nos jours, c'est, software engineer, product manager, QA dans certaines équipes et aussi, l'écriture de tests continue toujours et a toujours continué. On a une énorme stack de tests, automatisés, à Doctolib. Aujourd'hui, on doit avoir, alors j'ai pas les chiffres très exacts, mais ça doit être autour de 90 000 tests qui tournent, qui tournent plusieurs fois, un bon nombre de fois même, par jour à Doctolib, et pour ça, on a toute une infra et cetera qui va derrière, mais on pourra en parler justement. OK, beh, justement, ouais, c'est intéressant, tu dis que vous avez des thèses. Alors si vous avez commencé longtemps à faire des thèses, c'est normal que vous en ayez 90 000 du coup? Parce que bon, je pense que la stack, a beaucoup grossi niveau soft, en quoi, enfin, en plus de 10 ans, que Doctolib est là, Ouais, donc 10 ans, ouais, ouais. ouais, clairement, donc je pense que c'est un peu grossi, quoi. Mais du coup, ça ressemble à quoi votre stack de tests? Que tu J'imagine qu'il y a beaucoup de trucs du coup, mais en grosse maille, tu peux expliquer un peu comment ça se passe, vous, votre partie CI, tests et cetera? Ouais, alors le vaste sujet, alors on a initialement pas mal de tests end-to-end, à Doctolib. Pendant pas mal de temps, on mettait beaucoup l'accent sur les tests end-to-end, pour valider au final, que nos end users étaient vraiment satisfaits et que le comportement était correct, in fine pour nos utilisateurs. Hem, Maintenant depuis plusieurs années, on a refondu intégralement en fait notre testing stratégie, pour viser à avoir une testing pyramide qui est beaucoup plus, régulière, on va dire. Donc on investit beaucoup plus sur des tests unitaires, des tests de contrat et cetera, pour justement, réduire, petit à petit en fait cette footprint que nos tests end-to-end ont, qui sont forcément, très utiles et qu'on continue encore de d'écrire, hein, mais qui permettent, pas de forcément de tout valider simplement, qui sont aussi très coûteux, aussi bien en termes de duration, donc de feedback loop, que, d'infrastructures, nécessaires derrière, et donc forcément de coûts, de dollars quoi, littéralement. Voilà. Ouais, clairement, quand tu fais des séries de cette taille-là, tu vois le coût non seulement en temps et en argent à la fin, parce que ça coûte cher l'infrastructure pour faire tourner tout ça et ça coûte des fois moins cher quand même que les développeurs, donc faut s'y tiver en disant: «C'est mieux d'avoir des tests que le développeur qui charbonne à essayer de corriger les problèmes que tu as pas avec les tests», mais c'est vrai que c'est reste Ouais. un sujet souvent pour beaucoup d'équipes, quoi. Ouais, très clairement, sur, peut-être te faire l'historique, un peu de là où on est parti, enfin de ce que j'ai vu au début de mes 8 ans à Doctolib. Au tout début, nous, on était, sur une stack, Jenkins, tout à fait classique, que j'ai à peine connue au final parce qu'elle s'est fait vite remplacer. Et donc sur notre Jenkins avec nos runners, au final,
on avait, toute la partie CI et la partie test execution. Ce qui était agréable dans le sens où, tout était configurable, forcément, de notre côté, mais que c'était en même temps, pas facile à maintenir de notre côté vu la taille de l'équipe à l'époque et puis il y avait pas vraiment de profil, dédié, aux plateformes, à la CI et cetera, donc c'était un peu difficile de suivre, pour tout le monde. Et donc après ça, en fait, au final, on a très vite, commencé à migrer au fur et à mesure que ne notre stack de test a commencé à grossir. On a fait une première migration vers un outil qui s'appelle Heroku CI. C'est la partie CI de Heroku. OK. Je sais pas si c'est encore très connu de nos jours, je me rends pas compte, depuis le rachat de Heroku, mais à l'époque, Heroku CI était chouette parce que nous, ça nous a permis vraiment de, faire cette migration avec, très facilement, avec du coup, peu de maintenance induit par, la plateforme Heroku, quoi, forcément. Et vu qu'elle était totalement intégrée, avec GitHub, au final, on n'avait même plus besoin d'orchestrateur de CI à proprement parler. Heroku CI faisait tout pour nous dans le sens où venait récupérer nos diffs directement de GitHub et lancer des builds de tests directement derrière et venait nous notifier ensuite des résultats. Donc c'était plutôt chouette. OK, Euh, et d'ailleurs, ça existe toujours du coup Heroku CI, tu vois? Ça fait ouais, 5 ans que j'utilise Heroku, mais j'ai jamais vu qu'il y avait une partie CI, donc je suis passé à côté. ouais, Mais c'est pas très très connu. Mais ouais, du coup, Heroku CI, du coup, ça nous a bien aidé à justement à kickstarter un peu vraiment, la migration depuis Jenkins et arriver à se concentrer vraiment sur, nos core features et pas passer trop de temps justement en maintenance, d'une infrastructure de CI et cetera. Mais du coup, les ça, c'est problèmes bien ce sont que tu dis. ouais, Je note parce que je trouve ça vachement bien ce que tu dis. Je note pour les gens qui passent, beaucoup de temps, surtout dans les petites boîtes, à maintenir des infrastructures de CI alors que c'est pas leur cœur de métier. ouais, Utiliser les trucs en ligne, c'est quand même vachement bien et ça coûte moins cher que de passer des heures à maintenir ton Jenkins ou autre ou tes runners, pour économiser des fois 3 francs 6 sous parce qu'en fait, c'est un boulot de monstre. Alors ça a du sens à votre échelle maintenant aujourd'hui parce que clairement, ouais. il faut des gens de toute façon qui passent ça à plein temps, mais clairement, c'est un truc, assez smart de faire ça, je pense. Ouais et puis même, propre à ce que tu dis là, à l'instant justement, hem, on est enfin, Doctolib a vachement grossi, du coup on a aussi, maintenant une équipe, dédiée à l'automatisation, à la développeur expérience, à la qualité et cetera, et c'est super cool, mais même aujourd'hui, après avoir, construit plein d'outils, très custom pour Doctolib, aujourd'hui maintenant on essaie de réévaluer un peu tous ces outils, et de voir si on a, pas des solutions externes, en fait, qui pourraient répondre aussi à nos besoins. Parce qu'en fait, on réévalue aujourd'hui le coût de maintenance de certains de nos outils qui aujourd'hui, nous coûtent cher, forcément. Même si on a une équipe qui y répond, on a on fait la différenciation entre ce qu'on appelle le build et le run, où le build va concerner tout ce qui est nouveau projet, qui va répondre à une roadmap, et le run qui est toute la partie maintenance forcément et qui nous incombe après qu'on ait délivré quelque chose en production. Et on essaye justement de garder un niveau de run, enfin une part de run vis-à-vis du build qui est soutenable et qui soit la plus petite possible in fine pour pouvoir se concentrer davantage sur, l'apport de valeur, pour, nos customers qui sont les développeurs à Doctolib du coup, et pas se faire manger petit à petit par des systèmes qu'on met en place, mais qui au final nous grignotent tout notre temps et on est plus de temps à délivrer quoi que ce soit, quoi. Ouais, ça veut dire qu'en fait, tu fais même le choix à chaque fois de même du build versus buy, quoi. C'est quand tu as une solution, tu vas regarder si tu peux l'acheter plutôt que quitte à la run après du coup derrière, mais pas à zapper le temps de build, si surtout si le temps de run après peut être très léger. Exactement, ouais. C'est exactement ça et ouais donc même aujourd'hui, on avec des équipes à proprement parler, faites pour ça, on réévalue toujours, bien ces éléments. Hem, pour revenir juste à Heroku CI du coup, Heroku CI du coup nous a pas mal aidé à nous concentrer davantage sur notre cœur produit. Hem et arrivé à un temps, en fait, sur Heroku CI, où en fait, notre stack a grossi, notre stack de test aussi, donc ça s'est complexifié forcément avec, plus de développeurs qui travaillent, avec plus de builds du coup qui sont demandés et cetera, avec une feedback loop qui a forcément aussi, pris un petit coup et qui s'est étendue. Et du coup, en fait,
on a dû partir à un moment de Heroku CI, pour 2 raisons principales. Premièrement parce que Heroku CI était parfait, pour un monde où on respecte toutes les conventions et on sort pas des sentiers battus, on va dire. Et bon, bah, Doctolib, plus on a grossi, plus aussi on est sorti de certains sentiers forcément pour aussi couvrir nos besoins métiers. Et du coup, Heroku CI nous a pas permis vraiment d'avoir un champ de configuration assez suffisant pour soutenir en fait notre charge tout simplement. Et en plus de ça, ça devenait de plus en plus cher, forcément, qui gérait tout pour nous à l'époque. Et donc la combinaison des deux, au final, nous a porté à faire le choix de partir de Heroku CI, voilà. Mais partir où? Et oui, pardon. Et du coup, ouais, on est parti de Heroku CI, et on a fait le choix à l'époque, pour la partie CI en tout cas, de sélectionner TeamCity, qui est un soft assez ancien maintenant, il me semble, hein. Je crois que c'est dans le début Mmh. des années 90, les premières versions de TeamCity. Et en test execution, on est parti sur quelque chose qui s'appelle Cirrus, mais qui est custom made. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle Cirrus et qui est aussi un système de CI qui est open source, et on s'en est rendu compte après, on s'en est mordu les doigts. Mais on a construit quelque chose qui s'appelle Cirrus pour la partie test execution, donc notre propre infra d'exécution de test, et qui, pour le coup, était très révolutionnaire à Doctolib, parce que Cirrus était composé de clusters Kubernetes. Donc on a fait le move sur Kubernetes pour notre CI à cette époque-là. Et donc Cloud Environment, Kubernetes, enfin tout plein de nouvelles notions à l'époque en tout cas. Et c'est ce qui nous a permis justement d'avoir plus de configuration, d'aller pouvoir faire des, des améliorations aussi qui nous ont permis de réduire les coûts drastiquement de ce qu'on faisait tourner au quotidien sur notre CI. Et on en a été très très content pendant très longtemps. Voilà. Mais c'est plus le cas. Du coup, tu dis ça, c'est Non, fini du coup? C'est fini non, TeamCity et Cyrus alors? ouais, bah, TeamCity était bien. En fait, TeamCity était cool parce que c'était très facilement configurable. C'était très facilement configurable. C'était configurable. Il y avait beaucoup de, vu que c'est un vieux software, il y avait pas mal d'options et on pouvait faire vraiment tout ce qu'on souhaitait. Le problème, c'est la manière dont on rendait ça configurable. C'était à travers du Kotlin et nous, c'était assez loin de notre stack et nos développeurs, forcément, étaient un peu perdus à chaque fois qu'ils devaient mettre les mains dedans, ce qui favorisait pas vraiment l'adoption de TeamCity. OK. Donc ça, c'était un premier sujet. Euh, Ensuite, le Cirrus sur notre infrastructure d'exécution de test, en fait, elle nous a supporté vraiment pendant plusieurs années. On était très contents. On a mis, par exemple, en place l'exécution de nos tests pas sur des EC2, mais sur des EC2 spot, pour justement aller réduire nos coûts. Donc, les spot instances, pour ceux qui connaissent pas, c'est simplement des instances que AWS nous loue à un coût très réduit, entre 30 et 50% du prix en moins, à condition qu'ils puissent reprendre la machine sous 2 minutes, avec une notification bien sûr avant les 2 minutes. Et donc cette possibilité de pouvoir réduire nos coûts en contrepartie d'ajout d'un peu de résilience aussi de notre côté, pour faire en sorte que si une machine qui faisait tourner des tests est repris par AWS, qu'on puisse rejouer les tests qui étaient en train d'être exécutés ou qui allaient être exécutés sur ces machines-là. Donc on avait fait ce trade-off à l'époque et c'était vraiment très chouette. Ça nous a permis de drastiquement réduire nos coûts. Le problème, toujours, forcément, c'est que, petit à petit, en fait, au début, on avait un cluster Kubernetes, pour faire tourner nos tests, et puis avec le temps, on a eu plus de développeurs, plus de tests, et cetera. Donc on a mis en place plusieurs clusters Kubernetes, et puis de un, on est passé à 2, puis à 3, puis et cetera, et puis on est quasiment arrivé à une dizaine de clusters Kubernetes, avec une grosse charge sur chaque cluster, et ça devenait heu, assez lourd, aussi bien en termes de maintenance, mais aussi bien en termes de coûts. Alors,
de coûts, pas forcément en termes de coûts d'exécution de tests, ça on les connaissait déjà et c'était relativement linéaire, mais plutôt en termes de static cost qui était induit en fait par avoir des clusters UKS qui tournent sur AWS. Et ça, forcément, bah, mis bout à bout à l'année, bah, ça coûtait quand même quelques billets. Et donc, bah, forcément, on a dû s'en détourner au bout d'un moment. Et arrive enfin, du coup, je fais l'historique complet, arrive enfin, du coup, le dernier contender et le plus récent. Ça fait, alors, côté CI, on a remplacé TeamCity par un autre outil qui est bah, GitHub Action. En fait, on est client GitHub depuis enfin, depuis que je suis à Doctolib, on est sur GitHub, hein, en tout cas. Et pour la partie GitHub Action depuis quelques années. Et ce qui est cool avec GitHub Action, bah, c'est que c'est assez straightforward pour nos développeurs, dans le sens où bah, ils connaissent GitHub, ils connaissent l'interface, pour aller créer des workflows, des jobs, peu importe, bah, en fait, c'est du C'est du YAML. YAML. Ouais, c'est du YAML, Voilà. c'est pas du Kotlin déjà. C'est con, mais c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est Ouais. vachement intéressant parce que pour les gens qui, comme moi, bossent dans le design de DevTools et compagnie, quand tu fais un choix de techno qui est, tiens, on va leur coller du Kotlin ou du machin, tu limites quand même beaucoup ton audience en termes de. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de faire du Kotlin que du YAML. Ça, c'est point positif. Tu peux faire sûrement tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que du coup, la courbe d'apprentissage et la barrière à l'entrée est beaucoup plus haute et que si t'as pas des gens motivés de l'autre côté, c'est plus difficile, quoi. Gros avantage pour C'est GitHub Action. c'est exactement ça, ouais. Et ouais, et puis le YAML, on n'aime pas. Après, ça reste quand même assez explicite et facile d'accès, comme tu le dis. Donc forcément, en passant sur GitHub Action, en fait, on a multiplié le nombre de pipelines automatisés en fait qu'on avait, tout simplement parce qu'il y a eu une adoption tout de suite qui s'est faite. Et voilà, donc toute la partie CI orchestration est gérée aujourd'hui par GitHub Action. Euh, et pour la partie test execution, on a du coup on, on a arrêté Cyrus avec ses clusters Kubernetes. Et puis le constat, bah, c'est que ça devenait trop conséquent en fait à maintenir. C'était en termes de static cost, c'était plus soutenable non plus. Donc du coup, on s'est tourné toujours vers AWS, mais cette fois, enfin vers le cloud. Et du coup, bah, de ce côté-là, en fait, on a pris le parti d'aller sur du serverless cette fois-ci, d'arrêter en fait de maintenir des clusters tout simplement. Et du coup, on fait du serverless, on lance des tâches en fait sizées, enfin, on déclare une size de tâches pour exécuter nos tests. Et en fait, nos tests tournent sur X tasks par build que les développeurs requestent directement. Ce qui est cool aussi, c'est que ce serverless supporte également en fait les spots. Donc du coup, on a du serverless Ok. en spot. Et ça, c'est le meilleur des deux mondes parce qu'il n'y a pas de maintenance à proprement parler, il n'y a pas de static cost vu que c'est du serverless. Euh, les seuls inconvénients vraiment qu'il y a à ça, c'est le côté interruption. Vu que c'est du serverless, on n'a aucune notion de type d'instance ou quoi que ce soit. On demande juste j'ai besoin de temps. Et le problème, c'est que bah, du coup, vu qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière, il faut souvent arriver à trouver au bon endroit, au bon moment, les instances ayant enfin les instances, les tâches ayant le moins d'interruptions possible. Et ça, du coup, c'est un jeu quotidien pour trouver en fait ce juste équilibre entre coût et interruption, et donc du coup reliability pour nos tâches d'exécution au final. C'est quel service que tu utilises chez AWS pour faire ça, du coup? Je connais pas tous les services AWS, donc Ouais, alors c'est un combo batch et Fargate Spot du OK. coup. OK. Et voilà, on en est très content pour le moment. Ça tourne vraiment très bien et ouais, voilà, là ça va faire un peu plus d'un an maintenant qu'on a fait cette migration sur du serverless et Du coup, tu on est très couples ça avec GitHub Action, en fait, pour, Ouais, en fait, ce OK. qui se passe, c'est que sur GitHub, on va avoir toute la partie
Docker build, exécution de certains tests statiques, et cetera. On a quand même l'exécution de nos tests front-end qui sont réalisés directement sur les runners de GitHub, mais toute la partie au final exécution donc plus back-end on va dire et end-to-end va se réaliser du coup sur Nimbus, sur ce Fargate Spot là dont on vient de parler. Et du coup, au final, dans nos workflows, on a simplement en fait toute la partie en amont, donc vraiment le build avec le build de l'image, etc., qui se réalise. Et ensuite, on a nos workflows qui contactent en fait notre infra Nimbus pour venir exécuter en fait les tests directement. Quand tu as eu un job qui est interrompu comme ça, du coup, puisque c'est du spot, tu es en charge de le relancer toi-même ou c'est AWS qui s'en occupe pour toi quand c'est Non, c'est bien sûr à nous d'aller le faire. La OK. partie résilience, ouais, bah là, ça dépend vraiment de la workload, qui est mise à disposition, enfin, Mmh mh. qui est déployée sur les tâches. Donc, là, la résilience, elle est à faire côté software de notre côté. Nous, on a un système de queue qui est en place tout simplement, et donc en fait, les tâches dépilent en fait des test files depuis une queue. Et si une tâche se fait notifier qu'elle se fait reprendre, qu'elle se fera reprendre dans 2 minutes, bah, simplement on vient recul test file dans notre queue, et puis ensuite bah, c'est repris par une autre tâche, etc., quoi. Donc, Moi, je pense à un truc parce que tu parles de ça, du coup, j'imagine que ça augmente la latence potentielle du résultat des tests, en fait, pour les développeurs? ouais, Est-ce totalement, que c'est ouais. un problème? Alors oui, c'est un problème. Alors l'interruption en soi est pas vraiment un problème parce alors j'ai pas les chiffres exacts, mais on a quand même quelque chose comme 400 tâches différentes, on va dire, à chaque fois qu'un développeur demande un build d'exécution des tests. Donc sur 400 tâches, l'impact de l'interruption d'une tâche est assez faible, et on a un taux d'interruption sur toutes les tâches au quarter qui est en dessous du pourcent. Donc OK. on reste quand même dans la limite du raisonnable. Hem, mais bien sûr, ouais, ça a forcément un impact sur la feedback loop. Mais aujourd'hui, c'est pas ça honnêtement qui nous impacte le plus. C'est plutôt le temps du Docker build, c'est plutôt le temps du build des assets front-end, qui aujourd'hui aussi est considérable. Et c'est ça qui vient réduire au final aujourd'hui la feedback loop, et c'est ce sur quoi aujourd'hui l'équipe aussi travaille pour essayer de trouver des améliorations pour réduire bah, justement le temps de build en amont de l'exécution de tes tests, quoi. Surtout que tu as mentionné tout à l'heure que vous avez près de 90 000 tests, donc là aussi, tu as un Ouais. truc parce que si tu as 90 000 tests, alors à moins de vraiment tester des trucs très basiques, je pense que ça prend quelques minutes, quelques dizaines de minutes de tous les lancer. Du coup, tu peux pas tous les lancer, là. J'imagine Ouais, que tu fais des exactement. Ouais, alors compromis. exactement, on est obligé de faire des compromis. Alors on essaye de faire le moins de compromis sur la qualité, ça c'est sûr. Mais en termes de compromis qu'on peut évoquer, on a des mécanismes de test selection en fait qui sont en place, et qui nous permettent au final entre, le domaine donc des branches de pull request et de, la branche main chez nous. En fait, on va avoir une test selection qui se fait sur toutes les branches de pull request versus on va tout lancer par exemple sur la branche main, la branche principale de notre repository. Et donc, sur les branches de pull request, en fait, on a 2 mécanismes qui existent aujourd'hui. On a un 1er mécanisme qu'on appelle CI/TP pour CI Test Picker, et qui permet en fait, qui est un système, custom, qu'on a fait, chez nous, et qui en fait, c'est un système qui, à la base en fait, on lance tous les tests, plusieurs fois par jour, avec, un coverage qui est enabled et qui est activé. Et on stocke ce coverage, ces données de coverage, quelque part. Et une fois qu'on a ces données de coverage, en fait, on vient reverse ces données de coverage pour que, et les utiliser, pour que, quand un développeur ou une développeuse modifie, par exemple, le fichier X, et ben, qu'on sache que, bah, ce fichier X est relié à tous ces test files grâce aux données de coverage, précédemment computées. Et donc on lance les test files correspondant aux fichiers uniquement modifiés dans la pull request, sur la branche de pull request. Et ça nous permet bah, de faire des belles réductions. Déjà en termes de feedback loop forcément parce qu'on ne vient pas relancer tous les tests, pas les 90 000 tests, donc ça c'est hyper positif. Tu connais Et puis le bah, temps d'exécution des 90 000 tests, juste pour référence, pour ouais, alors en fait on a
donc ça, c'est sur les branches de pull request, mais sur, la branche main, on lance toujours, tous nos tests pour, comme un garde-fou, en fait, pour s'assurer que tout est là. Et donc on a 2 test suites principales, on va appeler test suite end-to-end et une test suite non end-to-end. Et alors, j'ai pas les chiffres exacts encore une fois, mais la suite end-to-end doit tourner autour d'une vingtaine de minutes, un peu moins de 20 minutes, et la suite non end-to-end doit être aux alentours des 16 minutes, quelque chose comme ça. OK. Sachant qu'on a beaucoup plus de tests unitaires que de tests end-to-end, mais les tests end-to-end étant, beaucoup plus lents, hein, forcément, parce qu'on lance un navigateur, on mimique, des interactions utilisateurs, donc forcément, ça prend du temps. Bah, forcément, le test end-to-end est un peu plus long, quoi. OK. Sachant que tu paralyses, j'imagine, en masse tous ces tests-là, quoi? Exactement, ouais, ouais, bah, je te l'ai dit par suite, en fait, directement, on a, quelque chose comme 400 tâches, Ouais. du coup, qui sont lancées à chaque fois. Ah donc Et le ça build, si tu mets tout à la suite, en fait, c'est énorme, quoi. Enfin, c'est Ouais, bah, l'infra, en fait, vraiment, le nombre de tâches, qu'on qu'on demande à chaque fois à notre cloud provider est phénoménal, et c'est plus que, la production, enfin notre environnement de production au quotidien, quoi. On a une plateforme de CI qui est bien plus conséquente, en fonction des pics de la journée en termes de demande, de nos développeurs, quoi. ah, c'est rigolo, du coup, tu as ouais, tu presque plus de CI que de prod, finalement, en termes d'infra, de taille d'infra et de jobs Ouais, que tu lances, ouais. Ouais, ce qui est pas c'est ça. étonnant, hein, si tu fais bien ton taf et que tu lances beaucoup de tests et que tu potentiellement et que tu as beaucoup de tu peux calculer, du coup, le prix en dollars de chaque pull request, c'est bien après, c'est Ouais, exactement. C'est un prix, alors, il y a un truc aussi, on a parlé de Spot Instance tout à l'heure. En fait, Spot est une bourse d'échange de compute power, hein, littéralement. Du coup, tout le leftover de EC2 de manière générale, ou de services, serverless, plus classiques, revient en fait à Spot. Et donc en fait, en fonction de la demande sur les services plus classiques comme EC2 ou des services serverless plus classiques, en fait, le prix de Spot, instance ou task, va varier. Et donc il y a littéralement un prix, alors je crois c'est un prix horaire, enfin un prix qui est updaté heure par heure sur tout ça. Et donc, en fonction de la journée, des choses comme ça, et de la périodicité, en fait, tout simplement. On va avoir des fois des journées avec, plus d'interruptions, et ça va nous coûter aussi plus cher, versus d'autres jours où ça va être moins cher. Je prends par exemple l'exemple, de gros événements sportifs où des fois, bah, on va voir, un spike d'interruption, ou une petite augmentation des coûts, et cetera. Donc, des fois, c'est marrant de voir, cet impact-là aussi sur nous, quoi. OK, ouais, du coup, tu faut gérer la bourse en parallèle si tu veux optimiser le coût des développeurs, quoi. Exactement, ouais, bah, d'ailleurs sur ce sujet précis, on a mis même un monitoring en place, pour s'assurer en fait qu'on demande, au bon endroit à chaque fois, nos tâches, et qu'on demande à chaque fois à l'endroit où il y a le moins d'interruptions, et où, la région est le moins chère à chaque fois, pour qu'on puisse arriver à une CI vraiment efficiente en termes de coût, quoi, et de Ouais. reliability, pour avoir le moins d'interruptions possible, quoi. Ouais, tu fais de l'arbitrage en permanence, en fait, sur ce que tu fais pour être sûr que Exactement, ouais, c'est ça. Et on est OK, capable non, très c'est facilement de sélectionner, à travers nos commandes, quoi. peut-être un nouveau métier que tu as inventé, c'est broker de CI, finalement. Tu fais de Mais l'arbitrage c'est entre c'est assez passionnant, hein, le monde de la spot instance, c'est assez fou. Non, mais mine de rien, il y a pas mal de enfin, il y a des belles économies à réaliser, en termes d'infra. Ça demande forcément alors c'est peut-être pas adapté à tous les workflows de travail, mais ça permet vraiment d'être, cost efficient au maximum, sur pas mal de sujets, quoi. OK. Ouais, c'est cool, non, mais c'est super intéressant, je connaissais pas, j'ai rarement vu des équipes aller aussi loin, finalement, dans l'optimisation en termes de coûts, de distribution des tests et cetera, donc c'est super intéressant et le côté, test runner dont tu parlais est super smart, on voit ça de plus en plus et je pense que c'est une super, technique que malheureusement pas assez de gens ont mis en place. Il commence à y avoir des outils, hein, pour faire ça. C'est super cool, quoi. Nous, on bosse aussi un petit peu là-dessus en interne maintenant et c'est vrai que c'est un bon truc, je pense, sur lequel il y a beaucoup
de choses à faire. C'est une sorte de, encore une fois, de compromis et de trade-off. Comme tu dis, tu relances les tests quand même sur main à la fin pour voir que ça fonctionne toujours bien, parce que tous les compromis que tu fais dans un CI en permanence, que ce soit de pas tout tester, les gens qui font du monorepo connaissent ça très bien, de pas tester tous tes tests, toutes tes parties de tes projets dans ton repo, parce que tu peux pas tout lancer sinon c'est trop long, etc. Tu fais tout le temps des compromis sur ta feedback loop, etc. Le coup de CI et tutti quanti. Et c'est un vrai sujet, parce que faut toujours gérer des compromis à tous les niveaux, en fait, de toutes les étapes de ton cycle. Et Ouais, personne ne fait toujours les mêmes, parce que tout le monde a des contraintes différentes, un historique différent. Donc c'est assez rigolo de voir ça. Du coup, tu parlais de relancer les tests sur main. Et je sais que vous le ouais, faites aussi pour une des raisons qui est de choper les flaky tests, non? De tout ce qui peut ouais. être, tu peux rater dans les PR, ou enfin dans les PR et partout, en fait. Mais... En fait, on a ouais, autour des tests, enfin juste, pour revenir juste sur un élément, Mhm. dont tu parlais avant, en parlant de compromis, en termes de test selection, on a aussi testé un autre truc récemment qu'on a appelé OBTS pour Ownership Based Test Selection. C'est un Vous êtes très bon en bah, marketing, je vois sur le nom des trucs, entre ouais, les noms on déjà pris et adore les acronymes. C'est on vraiment... adore les acronymes à Doctolib. Si vous adorez ça, postulez à Doctolib. Non, ça devient des fois un peu cocasse comme situation avec nos acronymes, mais voilà, en gros, on a testé un nouveau compromis en termes de test selection qui était couplé avec, notre CI Test Picker dont on a parlé juste avant, qui était basé sur des notes coverage. Et le trade-off, c'était de se dire, bah, en fait, les fichiers modifiés dans la pull request sont modifiés, appartiennent à telle équipe. Donc, le fichier X, qui a été modifié dans la paire appartient à l'équipe Y. Et bah, dans ce cas-là, on va se dire, on essaye le compromis de se dire: «Bah, très bien, c'est un fichier de l'équipe Y qui a été modifié, je vais lancer uniquement, les test files de l'équipe Y». Et quand je dis les test files de l'équipe Y, c'est uniquement les test files de l'équipe Y qui se retrouvent dans les données de coverage de CI Test Picker. Donc c'est un peu un cross des 2. Là-dessus, on a essayé, on essaye toujours de le faire, tourner. Le problème, c'est que on a quand même pas mal de déconvenues, avec ce compromis, parce qu'aujourd'hui, enfin, Doctolib, depuis un bon moment, c'est un gros monolithe, de moins en moins parce qu'on essaie de le découpler de plus en plus, mais le fait que ce soit un gros monolithe, on a beaucoup de couplage, et au final, bah, lancer les tests que d'une seule équipe, bah, en fait, ça marche bien pour, des équipes qui sont, découplées, donc qui ont un scope technique qui est très découplé et qu'on peut facilement mettre de côté. Alors que dans un monde où tout est couplé, bah, forcément, en fait, si on s'occupe que du périmètre d'une équipe, mais où tout est couplé, bah, en fait, on oublie de tester une bonne partie, et dans ces cas-là, on se retrouve avec forcément des tests rouges, enfin des tests failures un peu plus tard, bah, typiquement sur la main branch, et dans ces cas-là, ça pose problème parce que, bah, du coup, notre main branch devient rouge, et là, ça devient compliqué, il faut comprendre pourquoi, et cetera, et donc c'est quelque chose qui est embêtant. Donc, pas encore super satisfait de ce système-là, mais on essaie de le travailler encore, voir si on peut l'améliorer. Puis si on n'y arrive pas, ben, on le droppera tout simplement, mais voilà, juste pour dire on essaye d'autres alternatives. Ah, c'est une bonne idée, mais c'est vrai que le couplage, c'est super difficile, parce que tu le vois dans les équipes qui, vont du monorepo, multi-repo, en fait, t'as toujours un couplage, sauf qu'en fait, des fois, il est implicite, des fois, il est explicite, et même si tu as des équipes, qui sont indépendantes, qui gèrent chacun leur microservice dans un repo, de toute façon, tu as du couplage à un moment, parce que les gens utilisent le service entre eux. Donc tu as beau avoir des contrats sous forme d'API, de ce que tu veux, si tu testes pas les couplages en te disant de toute façon on cassera pas le contrat, tu as forcément un truc qui peut se casser, un comportement d'API, un schéma, ça peut se valider, de manière un peu programmatique, mais un comportement d'API pas forcément. Si tu as des tests, mais tu peux les changer. Donc en fait, tu as toujours ce truc-là à ne pas tester tout d'ensemble. C'est toujours un compromis, quelle que soit ton architecture derrière, parce que tu fais juste Ouais, le pari que non, mais c'est bon, ça va passer, parce que eux, ils vont pas modifier le truc que eux utilisent, ou d'une manière ou d'une autre, et c'est super difficile. Ouais. Donc faut arriver à trouver ceux qui sont plus ou moins couplés, de près ou de loin, mais tu peux aussi avoir des chaînes de réaction de plusieurs services qui s'enchaînent, et que le changement de un ou de la troisième chaînage, ben, en fait, ça casse le truc, et c'est c'est super ça. compliqué. Dès l'instant où tu ne lances pas tes 90 000 tests, tu fais des compromis. Donc après, effectivement, je pense que votre recherche permanente des meilleurs compromis, c'est un vrai sujet.
et c'est super intéressant de tester les nouveaux trucs pour voir si tu peux, optimiser un peu à droite, à gauche et d'avoir un truc qui est meilleur, en fait. Ouais, d'ailleurs là-dessus, j'ai l'impression que enfin, le marché est aussi un peu en train de réagir, sur ce sujet de test selection, et trouver les bons compromis à chaque fois pour valider et s'assurer de la qualité. On a vu apparaître genre, quelques boîtes genre, comme, Lunchable ou encore, Datadog encore qui a sorti il y a pas très longtemps, un outil de test selection et du coup, bah, c'est potentiellement je pense des trucs qu'on ira essayer de poker, dans le futur pour voir si justement on peut s'appuyer sur ces outils-là un peu externes, et du coup, arriver à retirer un peu cette maintenance aussi de ces systèmes-là qu'on a chez nous et qu'on pourrait potentiellement déléguer, quoi. Mmh. Ouais, je pense que c'est une bonne idée ce que tu disais au début, de toujours faire attention à le build, le run et de minimiser, la maintenance pour vous, c'est d'avoir des outils, externes qui fonctionnent, c'est toujours une bonne idée, ouais. Si le coût est moindre. Et on C'est parlait ça. du coup des flaky tout à l'heure, c'est un sujet, je pense chez vous aussi, comme chez tout le monde, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ouais, la boîte, qui me dirait qu'elle a pas de flaky test, je me méfierais à 2 fois Elle avant a de pas de continuer la développeur du discussion. coup. C'est ça, non, bah, forcément avec 90 000 tests, on a forcément du flaky test, on en a même pas mal. Du coup, on a aussi pas mal d'outillage tout autour, enfin d'outillage et de process tout autour de ce qu'on appelle le. Alors, je vais pas ressortir un acronyme, mais tout ce qui est autour du test Vas-y. lifecycle management, on va dire, tout autour de la vie du test Le sur une TLM comme on dit connerie. chez nous. Non, en vrai, on a même pas d'acronyme là-dessus, j'abuse. Damn! Mais ouais, on a quand même pas mal d'outillage autour. Donc, autour autour des flaky tests. En fait, on a plusieurs outils. On a un premier outil qu'on appelle le Flaky Detector, tout simplement, et qui lui, en fait, est un tool qui se lance automatiquement sur tous les builds, demandés par les développeurs, hem, pour aller détecter enfin, alors si un test est ajouté ou modifié sur le commit d'un développeur, ou d'une développeuse, pardon, le Flaky Detector va se trigger et en fait va prendre les tests ajoutés ou modifiés, les faire tourner dans un environnement X fois. Nous, c'est 100 fois chez nous, par exemple. Donc, un test est ajouté, sur l'APR, le test est tourné 100 fois dans un environnement bien isolé et provide du coup un feedback aux développeurs, aux développeuses, en disant: «Bah, voilà, le test a été rouge, a failé, on va dire, X fois sur 100». Si 0 fois sur 100, bon, on part du principe que le test est relativement pas flaky ou peu flaky, tout simplement et donc dans ce cas-là, le required check pour merger, dans la branche main est vert et donc on laisse, merger. En revanche, si on a du rouge, dans ces cas-là, nous, on va de nos jours, on va même, forcer, les individual contributors à justement retravailler leurs tests, pour ne pas laisser entrer, en fait, de la flakiness dans la code base. De manière à ce qu'en fait, on à terme, on n'ait plus du tout, de flaky test dans la code base. Alors c'est un change qui est l'automatic flaky detector, c'est un change qu'on a introduit très récemment. En fait, pendant plusieurs années, l'outil existait, mais il était uniquement informatif et puis là, récemment, on a décidé de le rendre vraiment, required pour pouvoir merger dans la main branch et ce qui va nous permettre, en fait, un peu de fermer le robinet quelque part, de la flakiness, et donc, bah, du coup, de réduire nos flaky tests à terme. Ce sera le titre de C'est l'épisode: «Fermer le robinet de la flakiness». Je pense que c'est un très bon titre. J'aime bien, ça me plaît. Et ouais, et du coup, alors c'est pas un tool qui est parfait, hein, parce que, bah, c'est que sans try, sans essai d'exécution du test, c'est pas parfait forcément. Et puis, alors on pourrait en parler des heures, mais il y a plein de types de flakiness, hein, isoler un test et le faire tourner 100 fois, effectivement, ça permet d'éliminer la flakiness qui se loge au sein du test même. Mais pour tout ce qui est flakiness qui dépendrait d'un ordering au sein du test file ou d'un service externe avec un test non hermétique, des choses comme ça, et bah, forcément notre automatic flaky detector, viendrait pas catcher ça, mais on pense quand même que c'est une action qui va dans le bon sens. Ça catche pas tout, mais on s'évite déjà une grosse partie de flakiness, enfin d'introduction de flakiness dans notre code base et donc on est content là-dessus, quoi. C'est un Ouais. bold statement, vers la qualité en tout cas qu'on essaye de faire.
Ouais, c'est vachement bien. Mais je pense que de toute façon, tu peux pas vraiment avoir enfin, je pars du principe que tout est flaky. Pas flaky, ça veut dire que tu aurais 0, mais le 0 n'existe pas parce que tu peux toujours avoir tu sais, une éruption solaire qui va changer un bit dans la RAM et ton test Ouais, devient flaky. Et ça, tu peux rien y faire. Donc en fait, à partir de là, tu sais que le taux de 0 n'existe pas, que tu peux avoir du 0,00001% en cas d'éruption solaire. Mais après, c'est où est-ce que tu mets le seuil en fait finalement de cette flakiness. Et ouais, effectivement, je pense que le mettre le plus loin. Si tu prends des trucs qui sont à 50% flakiness, c'est sûr qu'il faut arrêter de l'émerger. Mais bon, si tu descends vers les trucs qui faillent une fois sur 10 000, bon, bah, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Une fois sur c'est 100 ça. 000, on n'en parle pas. Mais voilà, c'est vraiment d'arriver à, je pense, petit à petit, diminuer la barre et d'avoir ce mécanisme ouais, de tester les nouveaux tests ou les tests qui sont modifiés, etc. Ça fait un peu partie du test sélection, etc. Mais je trouve que c'est vachement bien d'avoir ce côté-là pour vraiment, être sûr que tu continues d'améliorer la qualité, tu les laisses pas rentrer, ça c'est un truc, je pense qu'il y a pas beaucoup d'équipes qui ont pour le coup. Nous, on n'a pas ça chez nous, mais Ouais. j'aimerais bien qu'on ait ça aussi. Parce que c'est Et pas qu'on ait des tonnes de flaquitas, mais parce qu'en fait, c'est chiant de le voir après, en fait, ça ralentit tout le monde. C'est vraiment l'impact que ça a derrière sur les équipes. La frustration des développeurs, quand tu parles de développeur expérience tout à l'heure, c'est un truc qui est vraiment relou quand tu es développeur et que tu as l'équipe d'à côté qui a mis des tests tout pourris, qui en fait t'empêche de merger ta PR et tu dois faire des retries permanents à cause de ça, c'est quand même casse-pied. ouais, exactement et bah, là-dessus, en fait, vu que c'était un check qui était informatif, l'automatic flaky detector et qui est passé en required là, il y a quelques temps, pardon, bah, forcément on pensait avoir un peu de friction. On a eu un peu de friction à l'arrivée de ce required check, bah, parce que ça allait demander plus de la part de individual contributors. Mais en fait, pour essayer de vraiment, faire comprendre, en fait, l'impact des flaky tests, à l'équipe technique, on a essayé de prendre l'approche un peu statistique, et essayer en fait, de chiffrer, l'impact de nos flaky tests aujourd'hui, sur nos systèmes de CI et sur leur feedback loop. Et in fine, donc story short, je vais pas passer sur tous les détails des calculs statistiques, mais on a démontré et on a prouvé à l'équipe technique que, in fine, en fait, tous nos flaky tests, avec leur niveau de flakiness et le nombre qu'on en a, aujourd'hui chez nous à Doctolib, c'est comme si on faisait tourner, nos exécutions de tests une journée en plus sur la branche master, par semaine. Donc c'est comme si, en fait, vu que sur notre branche main master, on, on fait tourner tous nos tests sur tous les commits qui arrivent sur notre branche principale, et bah en fait, nos flaky tests, c'est comme si aujourd'hui, leur impact, on faisait tourner 6 jours sur 7 notre CI. Donc ce qui est relativement très conséquent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de trouver des actions qui sont un peu plus forcément contraignantes, mais qui vont dans le sens de la qualité et qui s'assurent qu'on n'introduit pas de nouveau des choses qui pourraient nous ralentir ou nous coûter plus cher. Ouais. Et tu fais comment du coup pour tu parlais de calculer les statistiques et cetera, vous avez un outillage particulier pour, tout ce qui est, observabilité, reporting, ce genre de choses? Ou vous faites, ça un peu avec ce que vous avez sous la main, Ouais. custom ou Alors, en termes d'observabilité et cetera sur toute cette partie-là, initialement, on a tout construit, from scratch, vraiment, on a une super équipe data avec qui on travaille vraiment main dans la main, qui nous a construit un data mart pour nous aider à tirer des stats hyper intéressantes, avec un tracking de tests par niveau de flakiness, des catégorisations et cetera, donc vraiment top. Le problème, c'est que c'est aussi, en termes de data qui est produite de nos systèmes d'exécution de tests de CI au quotidien, c'est hyper volumineux et donc les data marts sont aussi très conséquents à gérer, à maintenir et cetera. À la moindre évolution, ça demande quand même pas mal de travail. Aujourd'hui, du coup, on essaye, petit à petit, de s'intégrer, de mieux en mieux à Datadog CI, en fait, qui propose, Datadog et donc il y a la branche Datadog CI, où ils ont une branche justement directement, pipeline visibility et test visibility, avec, bah, justement sur la partie par exemple test visibility, toute la gestion de flakiness, de reporting de flakiness et cetera, qui est, enfin moi en tant qu'utilisateur vraiment quotidien, que je trouve vraiment super, parce que ça permet justement, bah, de corréler, très facilement, quand est-ce que le test a été, flaky pour la première fois, quand est-ce qu'il a flake la première fois, sur quel commit autre il a flaked, retrouver, la top list des error messages, du flaky test lorsqu'il a fail et cetera, et ça, c'est vraiment top parce que du coup, nous, en plus de ça, on a pu très facilement,
tu vois? Avec mes petites mains de product manager, qui connaît un petit peu «la technique» entre guillemets, bah, j'ai pu, facilement construire des dashboards, pouvoir, provide, à chaque, feature team en fait un feedback sur leur Flaky test, les trier par impact, et cetera. Et donc eux, ça leur permet, bah, directement en fait aux équipes de prioriser en fait, les Flaky tests qu'ils doivent fixer. Et ça, c'est vraiment, hyper cool, comme outil parce que du coup, nous, on se concentre uniquement sur la valeur ajoutée qu'on peut, donner aux équipes et puis tout le back-end avec la gestion de la data, l'ingestion, enfin tout ça en fait est géré pour nous et on a une belle UI en plus pour, heu, Ouais. pour gérer tout ça et à provide à nos équipes donc c'est vraiment très chouette. OK, ouais, donc un bon outil qui vous résout, pas mal de problèmes à ce niveau-là, quoi, de faire tout le boulot pour vous de gestion des données, de reporting, quoi, au final. Exactement, ouais, c'est exactement ça et puis, il y a un process aussi, enfin qui dont j'ai pas parlé juste avant mais, j'ai parlé des Flaky et notifier les équipes et cetera, et ne pas accepter l'introduction de nouveaux Flaky. On a aussi un autre processus qui est encore un peu plus dur, qui est de dire en fait, si le test, qui est flaky devient vraiment trop impactant, que ça soit pour l'équipe ou même la tech team de manière générale, hein, parce que ça impacte tout le monde in fine. Bah, au bout d'un moment en fait si le test devient vraiment trop impactant, on décide carrément de skipper le test et donc de dire: «Bah, en fait, ce test est vraiment unreliable, on peut pas vraiment lui faire confiance». Au bout d'un moment en fait s'il dépasse un certain threshold, on va simplement le skipper, donc le skipper, c'est simplement arrêter de le faire tourner, hein, tout simplement. Et là, on notifie l'équipe qu'un de leurs tests a été skippé et donc si skippé, l'équipe il y a aussi une policy là-dessus, à tant de jours pour fixer son test, skippé. Et donc, au-delà de cette période-là, en fait, on dit, bah, tout simplement, bah, ça fait, 1 mois que le test a été skippé, par exemple. Ça fait donc un mois qu'on a perdu cette coverage. C'est potentiellement un mois aussi où du coup, cette coverage n'était peut-être pas nécessaire, du coup, parce que couvert aussi par d'autres tests. C'était pas si important et dans ces cas-là, on décide de supprimer le test, vraiment pour aussi incentiver les équipes à Faut supprimer l'équipe, en fait, là, c'est, non, Qu'est-ce non, que c'est que mais ce boulot? non, mais c'est normal aussi, chaque équipe a son cœur métier, ses priorités et cetera. Les flaky tests, je peux comprendre que ça soit pas forcément hyper sexy pour toutes les équipes. Donc nous, on essaie de les incentiver au mieux, de les notifier au mieux, pour que justement on n'ait jamais à faire ça, hein, in fine, et que ça se passe, dans le meilleur des cas, voilà, que l'équipe fixe. Mais voilà, ça peut nous arriver, de temps en temps, bah, de supprimer un test qui en fait n'a pas tourné depuis un mois, et puis voilà. Faut quand même rappeler, moi, je sais qu'on parle de flaky test, mais parce qu'on imagine tout le temps que c'est les tests le problème, mais des fois, c'est pas le test le problème, des fois, c'est le code aussi. Il faut faire attention à ça parce que, quand tu fais ce genre de choix, pour moi, c'est que tu pars que: «Ah le test, en fait, ça marche, c'est juste le test qui est buggé, on va virer le test». Mais en vrai, des fois, les tests sont bons, c'est juste que, par exemple, tu as une race condition, dans ton code et en fait, le code est pas bon et le test attrape le problème. Donc faut pas toujours jeter la faute sur le Ouais. test. Des fois, c'est du flaky code détecté par un joli test qui marche très bien. Donc, faut faire gaffe à ça pour les gens qui ont tendance à se dire: «Ah bah, c'est cool, on va supprimer les flaky tests en fait, Ouais, plutôt non. que de on Ouais, regra». alors attention, Non, non, c'est non, pas en ce que je fait, dis non plus, ouais. non, non, bien sûr, non, non, mais c'est parce que mais du coup, je nuance ton propos, parce que, Ouais, ouais, non, tu en fais tout cas, il faut bien, ouais. faire super gaffe parce que malheureusement, ouais, faut pas évidemment que bon, supprimer un test, c'est jamais la bonne idée, mais il faut bien regarder ce que tu dis en fait, du coup, tu le skips pendant un mois, mais c'est vrai qu'en vrai, le vrai truc, c'est qu'il faut regarder d'où vient le problème. Il faut analyser un poil si effectivement le test est grossièrement écrit et qu'évidemment il marche pas des fois, c'est pas trié pareil tout le temps, donc non, effectivement, il y avait une mauvaise assumption qui était faite dans le test et il faut le réécrire, le virer, peu importe, prendre une décision, mais il faut surtout faire gaffe que c'est pas forcément le test le problème et que ça peut bah, justement spotter un problème sous-jacent dans du code. Et donc ça, c'est clairement ce que tu veux. Faut pas blâmer ces Ouais, pauvres petits tests. ouais, 100 et je parle de supprimer des tests et cetera, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on souhaite, hein. C'est uniquement, essayer d'incentiver, nos équipes à fixer, ces tests-là ou le code, qu'il y a derrière. Ouais, Et d'ailleurs sur ce sujet-là, on a toute une série d'articles qui a été postée sur le blog Medium de Doctolib, sur justement, comment, investiguer de la flakiness, et que in fine, il y a dans plusieurs articles, en fait, on trouve très souvent, en fait, que, bah, il y a potentiellement un vrai bug, en fait, qui se cache derrière le flaky test, et que c'est pas juste, comme tu dis, un problème de test ou d'écriture du test. Donc, ouais, hyper important de de bien fixer la root cause et pas juste, le test en question, quoi.
Mmh mh. Et de le faire pour pas bloquer ses petits camarades qui bossent dans le même repository, dans l'équipe à côté, ça c'est bien, hein, faut être de Exactement, bons petits camarades. C'est ça, quoi. c'est ça. Du coup, on n'a pas précisé un truc tout à l'heure, on parlait des développeurs, mais du coup, vous avez comme une équipe qui s'occupe du CI à proprement parler. C'est quelle taille d'équipe, en fait? C'est combien de Ouais. personnes pour gérer tout ça? On a une équipe qui s'appelle Engineering Enablement du coup, dont je suis l'un des product managers du coup et alors on a à peu près, une dizaine de personnes, on va dire, qui travaillent sur tous ces sujets, donc sur 4 streams principaux, automation platform, quality engineering, release engineering et developer experience. Donc on a une équipe qui gère ces 4 streams là, qui continue de grossir au fur et à mesure des années et c'est très chouette à voir d'ailleurs. Hem et en termes de profil, on a aussi bien des individual contributors qui vont être avec un background plutôt software engineer, comme, des contributeurs qui vont plutôt avoir un background, SRE, parce qu'en fait, au final, on se doit un peu d'être capable en tant qu'équipe d'intervenir, sur, de l'applicatif comme sur de l'infra. J'en ai pas parlé, mais tous nos systèmes, sont terraformés, on fait rien de enfin, tout est automatisé et donc on se doit vraiment d'avoir cette double compétence et de pouvoir intervenir et aussi de discuter au final avec nos feature teams, qui s'occupent, du monde applicatif. Alors on n'est pas forcément les plus calés sur l'applicatif Doctolib, tout naturellement, mais on se doit en tout cas de pouvoir discuter avec eux, de comprendre leurs problématiques et aussi d'y répondre, quand ils en ont besoin, quoi. OK. Ouais, c'est normal, vous êtes là aussi en support pour qu'ils aient un joli CI qui fonctionne bien, donc ça, c'est quand même cool. À cette échelle du nombre de développeurs, tu as forcément du support derrière, enfin au sens, des gens qui aident, hein, pas au sens, faire du support téléphonique, mais au sens où Ouais, vraiment d'aider les développeurs pour parce que ça devient un métier à part entière de gérer le CI et c'est un métier à part entière de faire l'applicatif, donc il te faut des gens des 2 côtés et qui bossent ensemble main dans la main pour réussir, quoi. Ça, c'est important. Tu c'est ça. Tu as fait un bon descriptif de l'historique, enfin vraiment c'est assez cool de voir comment ça a évolué, par quoi vous êtes passé et cetera et le nombre de chantiers que vous avez dû gérer pendant toutes ces années qui est quand même impressionnant entre les migrations et puis bon l'évolution ça c'est, assez normal de la tech et de cube et puis de cube enfin voilà je pense que c'est un sacré chantier. Ça a dû s'occuper quelques années. Qu'est-ce qui vous reste à ton sens aujourd'hui? Tu parlais justement des flaky tests et du fait que maintenant votre runner est obligatoire et tout donc ça va dans la bonne direction. Qu'est-ce qui vous avez des gros chantiers, des gros trucs sur lesquels vous dites: «Ah les prochaines grosses étapes, c'est ça en fait à faire, des gros sujets où ça roule, c'est fini?» Non, je pense que c'est jamais fini, très clairement. Aujourd'hui, on est dans un milieu du coup où initialement, comme je te l'ai dit, on a un gros monolithe. Aujourd'hui, on s'occupe vraiment d'essayer de découpler ce monolithe, mais on aimerait bien et on on s'est rencontrés aussi comme ça initialement. En termes de gros chantiers, nous, on a essayé justement de set-up une merge queue sur notre gros monolithe. Donc pour ça, on a utilisé, Mergify pour faire notre POC et voir un peu comment ça se comportait déjà. Et du coup, bah, l'année dernière, ce qui est cool, c'est on a vraiment pris le temps justement de tester votre solution. Et donc plutôt que d'essayer en live avec nos 400 utilisateurs d'un coup, parce qu'on sait qu'on a un très gros use case avec 400 développeurs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé en fait de répliquer notre gros repository au final et notre gros monolithe. Et on a essayé de répliquer le trafic en termes de commit, en termes de taux de flakiness, de nombre de tests flaky, etc. Et de potentiellement d'interruption, tout ce qui pourrait avoir une incidence sur le statut de nos builds, d'exécution de tests et au final, bah, justement de simuler du coup et de plugger la merge queue sur ce système qui était simulé, ce système virtuel. Et donc nous, on a appris plein de trucs et parce qu'on est persuadé que du coup, la merge queue et c'est quelque chose, sur lequel on veut aller parce que nous, on pense vraiment que c'est, une manière d'improve la qualité, pour tout le monde et de s'assurer en fait que, bah, tous les changes qu'on introduit, sur notre main branch, donc sur la code base générale, soient testés, soient validés et que, il y ait pas de bypass et que ça soit clair et net pour tout le monde. Et qu'il y ait pas de priori enfin de priorité un peu, qui soit accordée à certains groupes de personnes que ce soit. Tout le monde est logé à la même enseigne et passe au même endroit et du coup, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, bah, donc on a fait ce test-là en Q4 2023.
Nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, bah, aujourd'hui, en fait, enfin, à l'époque, en tout cas, on avait un taux de flakiness qui était trop important, avec des interruptions trop importantes. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a simulé le fait que, bah, tout simplement notre monolithe avait était trop lent en fait à intégrer des changes avec une merge queue sur la main branch. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui et depuis le début de l'année là, on travaille, on a des chantiers bah, pour réduire la flakiness. Là, j'en ai parlé avec l'automatic flaky detector typiquement, pour réduire aussi la feedback loop, etc. en termes de Docker build, etc. Pour arriver justement à avoir une feedback loop plus courte et donc la merge queue arrive à digérer plus de trucs Mmh. simultanément et qu'on puisse justement, in fine, arriver sur un système de merge queue qui répondrait à un besoin d'amélioration encore et d'excellence en termes de qualité. Et c'est ce vers quoi on essaie de viser en tout cas, et j'espère qu'on en reparlera vite ensemble. Bah, j'espère bien, ouais, mais effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant. C'est vrai que l'idée de la merge queue, c'est quand même de plus merger des pull requests qui sont potentiellement, périmés, c'est-à-dire qu'on plusieurs dizaines, enfin, à la vitesse où vous allez, je pense facilement plusieurs dizaines de commits de retard sur, la branche, main et donc du coup, qui ont pu avoir des résultats de tests qui sont périmés, littéralement et donc du coup, de la retester avant mais du coup, si tu retestes, ça veut dire que tu relances le dé des flaky tests donc tu peux te retrouver à ne pas merger la paire à cause d'un flaky test et de la faire retirer de la queue parce que, le système va se dire: «Bah, effectivement, ça marche pas, donc je vais pas la merger». Donc le système fait office de filtre, il filtre bien, mais du coup, si tes indicateurs de test sont faux à cause de trop de flaky tests, c'est un vrai problème parce que c'est un peu la double peine dans ce cas-là. Donc, ouais, je trouve que c'est ce que tu décris. Effectivement, c'est vraiment un souci. Mettre ça en place quand tu as trop de flaky tests, trop de problèmes de failure de CI en amont, ça fait trop de filtres et c'est compliqué de merger du code. Ça, effectivement, ça améliore la qualité, mais un peu trop du coup. Là, ça peut être un vrai problème pour merger pour les équipes. C'est ça, exactement. Voilà et puis, bah, en autre, gros chantier, nous on essaye, toujours aussi de réduire la feedback loop. Et du coup, c'est de trouver des optimisations sur nos Docker builds, sur l'exécution des tests, donc toujours avec de la test selection, etc. Mais c'est aussi potentiellement continuer à retrouver une testing pyramide qui comprend de moins en moins de tests end-to-end. Ça ne veut pas dire qu'on arrête d'en écrire, mais juste retrouver un niveau plus équilibré afin d'avoir des tests au final qui tournent plus rapidement et d'avoir des tests qui aussi n'ont pas besoin de refaire 36 000 fois la même chose. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on vise dans le futur, et ça va totalement avec en fait le découplage de notre monolithe qu'on est en train de faire. Enfin, pas notre équipe, hein, mais que l'équipe technique est Mmh. en train de réaliser. On investit énormément sur le contract testing, notamment aujourd'hui. Donc voilà, enfin, améliorer la développeur expérience en essayant de leur provide un feedback le plus rapide possible, quoi. C'est top, top, c'est de bons projets à avoir. Je pense qu'on a fait un super tour. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu veux aborder, Thomas? Parce que moi, je pense que là, vraiment, avec tout ce que tu as donné comme info, je pense que tout le monde peut rentrer à la maison et tweaker son CI pendant quelques semaines. Donc, pour arriver au niveau de Doctolib. Mais on n'a même pas tout ça chez nous et pourtant on est bien équipés. Donc, vraiment, c'est plutôt cool. Non, bah, peut-être un dernier mot, un dernier type de test dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le load testing, qui Mhm. aujourd'hui existe à Doctolib, mais qui est peut-être pas encore, à la hauteur de nos autres tests, par exemple. On fait du load test, périodiquement, pour tester des évolutions, des bumps majors, de versions de langage, par exemple, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a rien d'automatisé encore dans ce milieu-là, et je pense que c'est quelque chose aussi vers quoi on doit aller, en tout cas, essayer de rendre ça accessible aux développeurs pour que eux-mêmes en fait puissent au quotidien faire du mini load testing sans avoir à spawn un environnement complet qui fait 8 fois la taille de la production pour faire des tests de performance Ouais. par exemple. Donc ouais, un sujet aussi intéressant, je pense que sur lequel on ira se pencher dans le futur. Très bon sujet que j'ai d'ailleurs abordé avec, Mathieu Lerouhuet sur, un épisode précédent de mon Ouais, pipeline où on parle justement de perf, de tests dans le CI et tout donc ouais, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté mais c'est ouais, ça parle vraiment de ça et je pense qu'effectivement c'est un truc super intéressant que, bah, aussi peu d'équipes sont vraiment encore équipées là-dessus. Il y a tellement de trucs à faire sur ces sujets-là que vous avez du taf. Cool et bah, merci beaucoup Thomas. Super bah, merci à intéressant toi. Merci pour l'invitation. et puis au plaisir. Bah, de même. Passe une bonne Salut journée. à tous.